Les travaux de construction et la gestion du port sec de Dosso confiés désormais à l'entreprise Bolloré Africa Logistique. La signature de convention a été faite ce matin, détail dans ce journal. Lancement ce matin au Grand Hôtel de Niamey du réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé au Niger. Les temps forts de la cérémonie dans ce journal. Arrivé hier soir des derniers pèlerins nigériens à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Précision dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Signature donc ce matin dans la salle de réunion de la primature d'une convention de concession du port sec de Dosso et de son antenne de Niamey à l'entreprise Bolloré Africa Logistique. C'est le ministre des Transports qui a présidé la cérémonie en présence de l'administrateur général de Bolloré et du représentant résident de la Banque mondiale, Isidore Banaba et Sambo Zamo pour le compte-rendu. La convention signée entre l'administrateur de Bolloré et le ministre des Transports permet à Bolloré Africa Logistique d'assurer désormais les travaux de construction et la gestion du port sec de Dosso et de son antenne de Niamey. Bolloré envisage donc de se mettre au travail afin de permettre à l'État du Niger d'atteindre les objectifs visés à travers la construction de ce port qui sont, entre autres, faciliter le traitement de marchandises à l'importation et à l'exportation grâce à l'intégration d'un système de transport multimodal, réduire les coûts et les délais de transit et de transport ainsi que les risques auxquels les opérateurs économiques sont confrontés, notamment les avaries et certains vols de marchandises. Améliorer et accéder les procédures douanières et autres formalités. Accroître les recettes douanières et fiscales du fait du meilleur contrôle des importations et du transit. Outre ces avantages d'envergure nationale, Bolloré entend, dans le cadre de cette convention, entreprendre d'autres actions qui permettront aux populations locales de tirer d'autres profits. Nous allons, à côté de ce projet purement de construction du port sec de Dosso et de l'aménagement de son antenne de Niamey, mettre à la disposition des populations ce que nous appelons des blue zones. Une blue zone est tournée vers les solutions de stockage d'énergie dans la batterie Bolloré, la batterie lithium métal polymère LMD. L'énergie solaire captée par ces batteries sera stockée dans des shelters et redistribuée aux populations sur la blue zone afin de permettre à ces populations de bénéficier de services vitaux, d'espaces ludiques, notamment avoir accès à de l'eau potable, avoir accès à l'éclairage, avoir accès à des contenus numériques via Internet et tout cela gratuitement mis à la disposition par le groupe Bolloré. Relativement à la fête du 18 décembre qui se tiendra à Dosso, Bolloré fait des promesses.
Bolloré Africa Logistique a annoncé la mise en œuvre de 3 actions principales sur le port sec de Dosso avant le 18 décembre 2014. Il s'agit de l'embranchement du chemin de fer au port sec de Dosso, de la mise en place d'une unité de fabrication en béton armé et de la mise en place d'un atelier de panneaux ferroviaires. La signature de cette convention de concession est l'aboutissement d'un long processus débuté en 2009. La concrétisation du projet du port sec de Dosso et de son antenne permettra, outre les avantages liés aux échanges commerciaux, de créer des emplois directs et indirects. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de formation sur le canevas de présentation des comptes annuels des partis politiques. Initié par la Cour des comptes, cet atelier concerne les partis politiques bénéficiaires d'une convention de l'État. Le compte rendu de Seyni Mekido Jibril et Jamilou Oumarou. Il s'agit pour la Cour des comptes de Niamey d'outiller à travers cet atelier les partis politiques du Niger bénéficiaires de la subvention de l'État sur le canevas de présentation des comptes annuels des partis politiques. Une initiative qui contribuera à renforcer leur capacité à tenir une comptabilité dans les formes et standards légalement reconnus. La comptabilité des partis politiques a une certaine spécificité. C'est vrai que la loi prévoit que cette comptabilité soit de type privé, mais dans le même temps aussi, les partis politiques ont une particularité. Ce n'est ni les entreprises publiques, ni les entreprises privées. Donc, les partis politiques sont plutôt orientés vers la conquête du pouvoir. Et conquérir le pouvoir, dans un contexte démocratique, cela s'accompagne évidemment d'une intériorisation de la culture démocratique et aussi des valeurs démocratiques et surtout de bonne gouvernance. Les assises de cet atelier porteront sur 3 chapitres relatifs au concept de comptabilité. Le premier chapitre, qui porte sur les généralités, vous permettra d'appréhender le concept de comptabilité, de connaître ses objectifs et les produits qu'elle génère, à savoir les états financiers. Le deuxième chapitre aborde la comptabilité des partis politiques et présente la démarche comptable qui y est développée, les outils et leur utilisation pour enregistrer les écritures comptables. Le troisième chapitre traite des opérations dites diverses. Ces opérations diverses se distinguent des opérations dites de trésorerie, traitées dans le deuxième chapitre par la particularité de leur comptabilisation. Enfin, un lexique en fin du document est destiné à vous rappeler la définition de certains concepts. Le lien direct qui existe entre le management financier des partis politiques et la gestion financière de l'État n'est plus à démontrer. C'est pourquoi, au cours de ces 3 jours que durera l'atelier, la Cour des comptes fournira les outils nécessaires de cette comptabilité aux participants. Le cours régional de formation sur l'application du système d'information de l'organisme de réglementation de l'AEA se poursuit dans la salle de réunion de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. Compte à l'autorité à l'énergie atomique. Ce matin, les participants ont donc eu droit à une première séance de formation conduite par les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Moudi Moussa Soumeila Dandi pour le compte rendu. Rassemblant les représentants de 12 pays francophones africains, les assises du cours régional de formation sur l'application du nouveau système d'information de l'organisme de réglementation de l'Agence internationale de l'énergie atomique battent pleinement leur plein avec au menu de cette deuxième journée plusieurs ateliers animés par 3 experts de l'AIEA spécialement dépêchés à cet effet. Dans le cadre des projets de coopération entre l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que ses États membres, en particulier le Niger,
Donc on a organisé un cours de formation pour les États membres africains, spécialement pour renforcer leur capacité à gérer les sources radioactives et pour mieux opérer et gérer les processus réglementaires au niveau de l'autorisme des organismes de réglementation. Donc on a commencé par présenter des aspects, des processus réglementaires ainsi que des aspects techniques. Donc l'AIOA a fourni des outils et des logiciels pour opérer ça. L'application qu'on vient de présenter ainsi, donc c'est un logiciel qui permet ainsi que la gestion des sources radioactives que de la gestion des processus réglementaires. Donc hier on a commencé par présenter aux participants comment utiliser cet outil pour effectuer l'inventaire. Aujourd'hui, on a passé à un stade un peu avancé. Comment introduire des modifications et des adaptations au niveau de l'application qui permet aux États membres de mieux exploiter cet outil conformément à leurs besoins. Avec pour rôle d'assurer une utilisation sûre et pacifique des sciences et des technologies nucléaires au niveau mondial, l'Agence internationale de l'énergie atomique entend, à travers le présent cours régional de formation sur l'application du RAIS 3.3 Web, renforcer les capacités opérationnelles des organismes de réglementation des pays concernés. Ce cours vise également la maîtrise de cet important outil informatique incontournable pour la gestion des processus réglementaires conçu et développé par l'AIEA. Autre aspect de cette édition, le tout nouveau réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé au Niger a procédé ce matin au Grand Hôtel de Niamey au lancement officiel de ses activités. À cette occasion, les membres ont organisé une journée de plaidoyer pour le financement de la santé au Niger avec les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les chefs d'entreprise. Le compte rendu est signé Mariama Soumana. Créé en 2012 dans l'optique de contribuer à améliorer le financement de la santé au Niger, le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé vient de lancer officiellement ses activités à travers cette journée de plaidoyer pour le financement de la santé au Niger. Une journée qui a réuni autour d'une même cause les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les chefs d'entreprise. L'objectif étant pour le RCP FAS de faire des participants des acteurs à part entière dans le financement de la santé au Niger. L'objectif de cette journée est dans un premier temps de vous faire connaître l'existence et la commission et la mission du réseau des champions en plaidoyer pour le financement de la santé. Et dans un deuxième temps, de commencer à assurer un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers et bien évidemment auprès du gouvernement pour une mobilisation accrue des ressources en faveur de la santé au Niger. J'ai dit commencer par un plaidoyer parce que nous savons au RCP FAS, donc au niveau du réseau des champions en plaidoyer pour le financement de la santé, que le plaidoyer est un travail ardu et de longue haleine. Nous maintiendrons les caps parce que nous sommes parfaitement conscients que la performance d'un système de santé dépend dans une large mesure de ses capacités à mobiliser les ressources de façon efficace et à répartir équitablement les risques financiers entre malades et bien portants, entre riches et pauvres, entre travailleurs et sans emploi, de même qu'entre hommes et femmes. Occasion pour l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'OMS, partenaire privilégié du RCP FAS, de réaffirmer leur engagement à œuvrer aux côtés de ce jeune réseau dans la mobilisation des ressources en faveur de la santé. Les pays en développement, notamment ceux du continent africain et singulièrement les pays de l'espace CEDEAO, font face à des grands problèmes de santé publique dont le règlement requiert des ressources substantielles. Dans nos pays, la volonté politique est de plus en plus manifeste pour une forte mobilisation des ressources en faveur de la santé. Malgré cela, aucun de nos pays dans l'espace CEDEAO, en ce qui concerne le financement de la santé, n'a encore atteint
l'objectif essentiel de la déclaration d'Abuja, qui est d'allouer 15% du budget national à la santé. C'est dans ce contexte que le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé a été installé dans les États membres de la CEDEAO, dont le Niger. L'OMS est honoré d'accompagner cette rencontre importante pour la santé au Niger. En effet, il vous souviendra que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Niger avait lancé le programme Luxembourg-OMS de facilitation du dialogue politique en santé en juillet 2013, programme impliquant les 3 niveaux de notre organisation. L'appui de l'organisation de la présente rencontre procède de la matérialisation des engagements auxquels nous avons souscrit pour la dynamisation de la concertation entre acteurs pour toute question visant à l'amélioration de la santé des populations nigériennes. Cette initiative est hautement saluée par le ministère de la Santé publique car les ressources allouées à la santé restent encore faibles au Niger. Dans le cadre de la promotion et de la protection de la santé, du bien-être social et du développement économique et social durable, la déclaration d'Alma-Ata a indiqué que la santé pour tous contribuerait à une meilleure qualité de vie ainsi qu'à la paix et à la sécurité à l'échelle mondiale. C'est à juste titre que notre pays considère la santé comme une préoccupation prioritaire. Il est donc désormais établi que l'accès aux services de santé ne saurait être atteint sans un système de financement de santé optimal. Il est attendu de cette rencontre des engagements forts de la part des participants en faveur de la santé au Niger, car, dit-on, la santé n'a pas de prix. L'actualité dans nos régions à présent, l'arrondissement communal 2 de Maradi a officiellement installé son cadre de concertation, un organe communal installé avec l'appui du PDF 2. N'est-ce pas, Alzouma Seni Soumela? Organe communal de convergence qui regroupe pratiquement toutes les structures de développement et qui joue un rôle d'appui conseil au niveau des mairies et qui agit au profit des populations. Le cadre de concertation de l'arrondissement communal 2 de Maradi a été installé avec l'appui du programme Paix à travers le développement PEDEV 2. Un cadre collégial qui jouera un rôle prépondérant dans la coordination et l'exécution des actions de l'arrondissement communal 2 de Maradi. Ce cadre qui sera mis en place aura la mission d'aide, de soutien et de conseil aux autorités de cet arrondissement. Il participera à la recherche des financements auprès des partenaires intervenant dans mon entité. C'est pourquoi j'exhorte à ce cadre de travailler avec une très grande vigilance et d'être cohérent dans vos actes. Ce cadre de concertation remplace ainsi le comité d'action communautaire. Bien avant la création des cadres de concertation, il y a un comité d'action communautaire qui a été mis en place par le PDF2. Ce même comité est là et c'est une porte d'entrée pour les autres partenaires à la commune. Parce que toutes les actions de développement que la mairie va faire envers sa population, elle fait ça avec ce comité. Et même les partenaires, quand ils vont vraiment intégrer dans la commune, c'est une porte d'entrée pour la commune. Et vraiment, ce cadre est un cadre vraiment collégial et qui est là vraiment, comme je l'ai dit, pour appuyer cette population de la dite commune. On est en train vraiment de faire un plan d'action. Ce plan d'action, vraiment, c'est avec lui qu'on va mettre vraiment le paquet pour que vraiment cette population bénéficie vraiment de ce programme de cadre de concertation. Cette installation du cadre de concertation donne ainsi à l'arrondissement communal 2 de Maradi les outils nécessaires pour une mobilisation efficace et une utilisation rationnelle des ressources. Restons toujours à Maradi où la section du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB,
a organisé une assemblée générale le vendredi dernier. À l'ordre du jour de cette assemblée générale, la remise des enseignants au travail et la situation de l'éducation dans la dite région. Précision avec Abdul Aziz Ibrahim, secrétaire général SINASEB Maradi. Cette assemblée générale est une vieille tradition pour le SINASEB parce que au début de chaque rentrée scolaire, donc nous tenons vraiment à convoquer toutes les militantes et militants donc afin de discuter donc sur vraiment des points très intéressants. Et le premier point, c'était la remise des enseignants au travail parce que nous tenons à informer que le SINASEB n'est pas là toujours pour réclamer, le SINASEB n'est pas là toujours pour revendiquer. Nous sommes là, c'est parce que nous sommes des enseignants et ce que nous allons faire tout d'abord, vraiment, c'est de défendre ou bien de protéger donc, notre carrière vraiment d'enseignant. C'est pour cela que nous avions convoqué toutes nos militantes et militants afin de discuter sur tous les problèmes vraiment de l'école nigérienne en général et en particulier de l'école au niveau de la région de Maradi. Nous avions échangé et maintenant on s'était compris que, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, toutes les militantes et militants du SINASEB vraiment seront dans le bain et maintenant seront vraiment en connivence avec les textes. Inch'Allah, nos militants nous ont promis qu'ils vont respecter les textes et Inch'Allah, avant vraiment de faire l'enseignement, vraiment un enseignement de qualité au niveau de la région de Maradi. Vraiment, nous remercions toutes les militantes et militants vraiment d'avoir assisté à cette grande assemblée générale parce que c'est devenu intéressant, comme je vous avais dit, que nous comptons, nous demandons à toutes les militantes et militants vraiment de nous renouveler la confiance qu'ils en ont en nous et Inch'Allah, nous serons au Cap sur Zender, où la cellule crise alimentaire a organisé un atelier de formation ce week-end dernier sur le processus de la mise en œuvre des bandes pare-feu. Moussa Damougarba nous en dit plus. Cet atelier de formation qui a regroupé plusieurs opérateurs sélectionnés de la région de Zender s'inscrit dans le cadre du processus de la mise en œuvre des bandes pare-feu. L'objectif principal de cette activité des actions concrètes en direction des populations vulnérables et d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Particulièrement en ce qui concerne les bandes pare-feu, c'est une activité initiée de commun accord avec les services techniques du ministère de l'élevage et de l'environnement, qui à l'issue de la campagne ont identifié des zones à haut potentiel fourrager qu'il va falloir nécessairement protéger. Comme vous le savez, la région de Zender a bénéficié au titre des activités sous financement des fonds communs dénominateurs avec comme partenaire la cellule crise alimentaire de 1300 km de bande pare-feu. C'est le secrétaire général adjoint de la région qui a officiellement lancé les travaux de cette formation. Il a dans son allocution rappelé toute la préoccupation des autorités de la 7e République dans le cadre de la mise en œuvre des bandes pare-feu. Sur l'instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, a engagé un vaste programme de réalisation des bandes pare-feu dans les zones à vocation pastorale. Au titre de notre région, un certain nombre d'opérateurs sont déjà à pied d'œuvre de la mise en œuvre de ce programme. Il s'agit notamment des services techniques de l'État à travers l'environnement qui ont en charge de réaliser 2850 km de bandes linéaires, dont 649 km ont déjà été réalisés. De la cellule de filets sociaux qui va réaliser 750 km de bandes pare-feu dans le département de Tanout. La CCA, qui a programmé 1300 km à réaliser dans les départements de Belbéji, Gouré, Tanout et Tasker. À propos du programme exécuté par la CCA, 2 comités régionaux, Tanout et Gouré, et 11 ONG ont été sélectionnés pour conduire cette opération. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux autres partenaires pour accompagner ce programme ambitieux de prévention des catastrophes.
Au sortir de cet atelier, les participants seront suffisamment outillés dans le processus de la mise en œuvre des bandes pare-feu de la région de Zander. Retour à Niamey où les derniers pèlerins nigériens ont regagné le pays. C'était donc hier soir après un long retard observé dans leur acheminement. Détail avec Omar Hama et Issa Hassan. C'est aux environs de 22h30 que le Boeing 747 de la compagnie Max Air a atterri à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Avec à son bord les derniers pèlerins nigériens du Hajj 2014. Ces pèlerins sont partis à la Mecque une semaine seulement avant le début du Hajj. Malgré ce retard, ils ont pu effectuer tous les rites du Hajj. On a été effectuer tous les rites là avant même que nous soyons fatigués jusqu'au jour de Arafat. Donc après les jours de Arafat, vraiment on a eu nos prières surrogatoires sans gêne parce que le monde se retire de la Kaaba. On priait vraiment à l'aise et puis on faisait nos prières surrogatoires et c'est normal qu'il y ait l'ordre, par exemple, que les derniers partants, qu'ils soient les derniers revenants. Et puis franchement, il n'y a eu aucune maladie, il n'y a eu aucun problème. Et les gens ont fait un Hajj vraiment, moi, que je trouve, on a bien prié, on a fait des prières pour les pays, pour les familles et pour nous-mêmes. Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah explique les raisons liées à l'acheminement des pèlerins. Nous remercions Dieu et nous nous réjouissons que le retard n'est que de 3 jours sur le programme. Donc on ne peut que se réjouir et se féliciter de tous les efforts que les uns et les autres ont accomplis pour que ça soit ainsi. Le retard de 3 jours est essentiellement dû à un problème de partenariat entre deux compagnies et que certaines contraintes n'ont pas pu permettre à l'une des compagnies d'effectuer le vol parce qu'elle avait pris des engagements dans un pays voisin. Dans toute organisation, il peut y avoir quelques ratés, mais grosso modo, nous, quand on a évolué et quand certains pèlerins et même certaines agences ont parlé, ils ont dit qu'il y a eu des progrès. Donc nous sommes plutôt de cet avis au lieu de la mauvaise organisation dont vous parlez. Après tous les débats relativement à l'organisation du Hajj 2014, le gouvernement nigérien, à travers le COHO, envisage prendre des mesures adéquates pour garantir aux citoyens un meilleur Hajj à l'avenir. Les fidèles musulmans du village Tombo Soudé ont organisé hier une lecture du Saint-Coran à la mémoire du regretté Taïrou Hamidou Tombo. Grand pionnier de l'enseignement coranique, Cheikh Taïrou Hamidou Tombo a beaucoup œuvré pour la culture islamique. Compte rendu Murtala Zouberou et Issa Hassan. Comme à l'accoutumée, les fidèles musulmans de la confrérie Tidjania avec l'appui de l'Union islamique africaine se retrouvent chaque année dans le village de Tombo Soudé, situé à 17 km de la commune rurale de Bonkoukou dans le département de Filengue, région de Tillabéri, pour la lecture du Saint-Coran à l'honneur du regretté Cheikh Taïrou Hamidou Tombo. Hamidou Taïrou Tombo fut un pionnier de la confrérie Tidjania qui avait consacré toute sa vie entière à l'enseignement coranique et à la propagation des sciences islamiques dans toute la région du Kourfey et du Dosso. Chants, louanges, lecture du Saint-Coran, invocations et prières, tels sont les points clés qui ont constitué cette rencontre. Au cours de cette rencontre, une déclaration a été rendue publique par les membres de l'Union islamique africaine relativement à l'enseignement coranique au Niger, confronté à certaines difficultés depuis un moment. L'association s'insurge contre les déclarations va-t-en-guerre de certains acteurs de la société civile contre le système de l'école coranique traditionnelle. Apportons notre soutien sans réserve à la formation coranique traditionnelle et appelons l'autorité à tout mettre en œuvre pour sa modernisation. Et rappelons à l'État nigérien
son devoir constitutionnel d'assurer une éducation pour tous. Interpellons l'État à apporter sans délai une aide conséquente à ces écoles en termes d'infrastructures et de cantines scolaires. Demandons solennellement l'institutionnalisation d'une journée nationale du Saint-Coran. Dénonçons les violences à caractère terroriste ayant occasionné le lâche assassinat des soldats nigériens au Mali. Et présentons nos condoléances les plus attristées aux forces armées nigériennes et aux familles des victimes. Auparavant, l'échec, singulièrement Cheikh Abraham Aboubakar de Kyoto, a pris la parole pour expliquer toute l'importance de la lecture du Saint-Coran et la portée d'une telle rencontre pour les fidèles musulmans. Ainsi, en termes d'infrastructures islamiques, Cheikh Tahirou Hamidou Tambou avait construit une école, une grande mosquée et des puits. Aussi, des milliers de talibés, hommes et femmes, ont accompli leur formation et leur éducation spirituelle dans ses mains. Un mot de sport dans cette édition. Lancement officiel hier après-midi des activités du nouveau club de football du quartier Bassoura. C'était lors d'un match amical entre les Guerriers Football Club de Bassoura et l'AS Douane. Compte rendu Omar Ahma et Munkela Tijani. FC Mazandaga Ouangari, c'est le nom du tout nouveau club du quartier Bassoura qui évoluera pour ce début en deuxième division. Pour son baptême, une rencontre amicale a opposé Guerrier Football Club en blanc à l'AS Douane en bleu. Pour le président du nouveau club, sa volonté est de contribuer d'une manière significative au rayonnement du football nigérien. L'objectif qu'on cherche en créant ce club, c'est d'apporter notre soutien aux efforts de la FENIFO. Ça fait un bout de temps, ça fait des années même, on sponsorisait le football dans ce quartier. Et cette fois-ci, nous avons décidé de regrouper tous ces jeunes joueurs qui sont talentueux, qui sont courageux et qui aiment vraiment jouer le ballon rond. Donc notre objectif, c'est de créer cet engouement-là dans le quartier d'abord périphérique de Niamey et ensuite chercher à apporter des soutiens à la FENIFOOT. Nous sommes affiliés à la FENIFOOT, nous venons d'être à la dernière AG de la FENIFOOT, nous venons d'être affiliés. Maintenant, c'est une équipe qui est formelle, qui se repose sur un statut et un règlement bien rédigé et que la FENIFOOT a bien apprécié les documents et nous ont octroyé une affiliation. Déjà affilié à la Fédération nigérienne de football, FC Mazandaga Ouangari vient allonger la liste des clubs évoluant déjà en deuxième division. Bon vent donc à FC Mazandaga Ouangari. Fin samedi dernier au stade Omnisport de Tillabéri du tournoi des grandes vacances de football dénommé Coupe du Président du Conseil régional de Tillabéri. Ce tournoi est organisé par les scouts de la région. Le compte rendu est signé Ismaël Beidi et Salissou Souley. La finale de la 3e édition du tournoi des grandes vacances de football dénommé Coupe du Président du Conseil régional de Tillabéri, organisée par les scouts de Tillabéri sous le thème Solidarité et cohésion sociale entre les jeunes de la commune urbaine de Tillabéri, a opposé l'équipe de Dragon FC en rouge à Gandeki FC en blanc, qui ouvre le score dès la 17e minute de jeu grâce à un coup franc. Dragon FC égalise à la 2e période, un but partout à la fin du temps réglementaire. Il a fallu passer directement au tir au but pour départager les deux équipes. C'est ainsi que Gandeki s'impose par 5 buts à 4. Le vainqueur du tournoi, Gandeki FC, remporte la coupe plus une enveloppe de 100 000 francs. L'équipe perdante a reçu une enveloppe de 75 000 francs. Et la 3e place revient à Zongo FC qui a reçu 50 000 francs. Selon les organisateurs, les objectifs visés à travers ce tournoi
ont été largement atteints. Le président du conseil régional de Tillabéri rend un vibrant hommage aux scouts de Tillabéri pour la bonne organisation du dit tournoi, qui a permis, selon lui, de consolider les liens entre les jeunes. Ça nous a permis d'unir l'ensemble des jeunes, j'ai pu dire de la commune de Tillabéri. Il y a eu 22 matchs, il y a une dizaine d'équipes engagées dans ce tournoi. Donc ils ont joué pendant 3 semaines. Ça nous a permis quand même, ça permet aux responsables du sport, notamment du football, de découvrir les talents, les jeunes talents, et ça permet aussi aux jeunes de faire éclore leurs compétences. Vraiment, c'est une grande satisfaction parce que ça permet au conseil d'avoir une visibilité d'abord. Nous sommes en train de jouer pleinement notre rôle. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois, c'est la 3e édition. Je suis satisfait de l'organisation parce que les jeunes, ils se sont très bien comportés, il n'y a pas eu de bagarre. Donc c'est ça l'objectif même du tournoi. C'est sur une note de satisfaction qu'a pris fin cette 3e édition du tournoi des grandes vacances de la commune urbaine de Tillabéri. Rendez-vous est pris l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 4e édition. Point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.